Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture, celui du mois de janvier. Et j'ai lu pas mal de livres. 19. Voilà, comme ça vous avez déjà le chiffre. Déjà, j'ai eu un énorme coup de cœur, je pense qu'on est déjà sur ma meilleure lecture de l'année. Je peux m'avancer à ce stade-là, vous voyez. C'était trop bien. J'ai aussi connu un abandon, j'ai découvert des classiques trop cool, j'en ai continué d'autres qui étaient sympas. Donc voilà, je vais arrêter de faire mon petit laïus. Juste, vous pouvez voir au chiffre que la vidéo est très longue. Je l'ai pas encore tournée mais je le sais, 19 livres à vous présenter les gars, c'est énorme. Mais bref, j'ai eu un bon rythme au mois de janvier, je sais pas si ça va continuer en février. Là j'ai lu un bouquin et je vous tourne ça, on est le 3. Ça va en soi, donc on verra. Bref, j'ai commencé l'année avec un livre que j'avais commencé et que je n'avais pas... Non, vous ne le voyez pas. Que j'avais commencé, que j'avais mis en pause parce que j'étais pas du tout dans un mood de lecture en décembre. C'était très compliqué de reprendre un rythme de lecture décent et de prendre du plaisir dans ma lecture. Donc j'avais préféré le mettre de côté et je l'ai fini courant janvier. Et petit coup de cœur. Il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault. Vous devez le savoir, j'avais lu Nos plus belles années, c'est ça, de la même autrice, toujours chez Hachette. Toujours chez Hachette. Et j'avais pas du tout aimé Nos plus belles années, donc là j'étais là, est-ce que je vais aimer celui-ci? En même temps la thématique a absolument rien à voir. Ici on suit une fille qui s'appelle Iris qui est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Charles, c'est ça. Depuis qu'ils sont gosses, vraiment elle est folle amoureuse de lui, sauf que avant son départ pour les États-Unis, dans le cadre de ses études, ils vont s'embrasser et elle est là, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il revient? Ils se sont pas parlé pendant tout ce temps, il était trop occupé et elle a espoir qu'il se passe un truc entre eux. Elle demande à Alex, le frère de Charles, de l'accompagner à l'aéroport pour qu'elle rejoigne son amour, et le mec débarque avec une meuf. Charles n'est plus célibataire, là le monde d'Iris s'effondre, en plus elle en veut grave à Alex d'avoir été en retard pour ça, elle est dégoûtée et Iris a une meilleure amie qui s'appelle Anya, je crois. Anastasia, pas du tout. Je crois que j'ai beaucoup trop regardé le film Anastasia. Bref, son amie Anastasia va lui dire « Mais attends, il faut réussir à rendre Charles jaloux. Comment tu peux faire ça? Eh bien, il faut que tu aies recours au fake dating. » Et oui, c'est là, mais quoi? Mais de quoi tu me parles? Si, le fake dating, tu sais, comme dans les romances, tu sais, dans The Love Hypothesis, notamment, parce qu'il y a vraiment des références à certains de mes bouquins préférés. Et bref, elle lui expose la trope, et Iris, elle comprend pas, elle est là, mais tu es folle, mais avec qui tu crois que je vais faire un... Non! Et Alex va être volontaire, je ne sais pas, mais bref, elle va proposer à Alex ce plan diabolique. Ce livre était beaucoup trop bien. Je peux même pas vous dire tout ce que j'ai aimé. J'ai aimé le fait qu'on soit sur des gens qui se connaissent depuis toujours et ces certitudes un peu de « Ah mais oui mais je le connais depuis cette époque » donc t'as un truc de « Je connais un peu sa valeur, je connais sa famille et donc je connais mieux que personne » et en même temps quand tu grandis et que quand tu te perds un peu de vue, bah il y a pas mal de choses qui changent et tes meilleurs potes d'enfance seront peut-être pas tes meilleurs potes à l'âge d'adulte. Et il y a aussi tout ce côté où Iris elle est folle amoureuse de Charles, ça en devient même entre guillemets pathétique parce qu'elle va changer, elle va tout faire pour lui plaire alors que elle sait pas forcément qui elle est et elle a pas forcément envie de faire les choses mais parce que Charles aime ça, elle va se forcer, se conditionner à être comme lui. Et il y a le fait que Alex soit vraiment l'exclu de la famille où il se rebelle entre guillemets, où il a une vie un petit peu étrange par rapport au reste de la famille puisque lui il vit on sait pas trop de quoi, on le sait mais bon je vais pas vous le révéler, il vit d'on ne sait trop quoi, il a fait pas mal de voyages avec ses potes, il est du genre baroudeur, hein, un sac à dos et let's go on va à l'aventure, il a pas fait de longues études, il souhaite pas en faire, et vraiment c'est l'exclu de la famille et on comprend pas trop comment Iris, Charles et Alex ont pu être vraiment genre un trio très fort et que d'un seul coup ce soit Iris qui soit amoureuse de Charles, donc vraiment les deux meilleurs potes hyper proches, et Alex en outsider. J'ai adoré découvrir le personnage d'Alex, vraiment, book boyfriend là, oh là là, on est plusieurs, hein. On est plusieurs sur le coup, alors je ne vous invite pas à lire ce livre parce que après il y aura encore d'autres prétendants et prétendantes et je ne suis pas d'accord, ok, laissez-moi un peu Alex, mais c'était très bien, il y a... Alors c'est pas le livre qui va révolutionner l'année, je trouve que c'est une bonne romance, et c'est chez Hachette, mais pour moi c'est pas du young adult. Alors oui, il y a quelques questionnements concernant le futur, parce que Iris ne sait pas quoi faire, elle a été, je crois qu'elle a fait une année de fac, je ne sais plus fac de quoi, mais bref, ça lui plaît pas spécialement, elle sait pas trop, elle s'interroge, il y a toutes ces questions-là d'identité, etc. Mais on est vraiment sur de la romance. Genre ça, Hugo Romo il aurait publié, j'aurais dit bah oui en fait, ça marche, ça fonctionne.
C'était très sympathique, c'est une romance de Noël, donc là, mois de février, je sais pas si c'est très approprié d'en lire. En même temps, j'en lis au mois d'août, donc perso, ça me dérange pas. Mais c'était vraiment très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je pense qu'on est sur un petit coup de cœur. Genre, c'est pas le méga coup de cœur, mais je l'ai adoré, je l'ai lu, je l'ai gardé dans mes bibliothèques, donc c'est pour dire ce qu'il en est. Je me souviens quand même globalement bien de l'histoire, alors que je l'ai lu vraiment tout début janvier, ça fait un mois les gars. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et je suis obligée de vous la conseiller parce que on dénonce on dénonce une trope, je sais même pas comment on peut traduire le mot trope, on dénonce un cliché dans l'univers des romances. Genre vraiment, on vous dit, bah en fait, le fait d'avoir un faux petit ami, on va décomposer la chose en disant voilà comment ça se passe dans les romans, voilà comment elle va ironiser la chose, enfin vraiment, je veux faire la même chose avec les K-dramas. Genre l'idée qu'elle a eu de faire ça, de tout déconstruire, j'ai envie de faire ça avec les K-dramas et les clichés des K-dramas. Donc c'est un projet de fou et j'aurais jamais le temps d'exploiter, mais oh là là, ce livre, il était incroyable. Lui aussi je crois que j'aurais bien aimé l'écrire, vous voyez. Genre c'était pas fou, mais ça fait son taf et c'était bien. Ensuite, on est sur The coup de cœur de l'année. Je crois que j'en avais parlé déjà brièvement dans un vlog, ça me parle en tout cas. Et ensuite, j'ai fait The lecture de l'année. C'est lui, le fameux, le coup de cœur. J'aurais pu faire durer le suspense, mais personnellement, je parle de mes lectures dans l'ordre dans lequel je les ai lues. Donc là, c'est vraiment L'effet boule de neige, c'était ma première lecture de l'année, celle-ci de la deuxième, et ainsi de suite. Ici, il s'agit du Grand Magasin des Rêves de Imie, qui était... Voilà, je vous ai déjà fait un speech dans un book haul, qui normalement est déjà sorti, si jamais. Ici, on suit une ville. C'est bizarre dit comme ça, mais je sais qu'il y a un personnage principal, mais je ne sais plus son nom. Penny, c'est vrai. On suit Penny qui va pouvoir intégrer le Grand Magasin des Rêves. Le Grand Magasin des Rêves, c'est un endroit un peu... Moi je le représente vraiment comme ça, genre les Galeries Lafayette du rêve. Donc vous pénétrez, en fait quand vous vous endormez, on n'en a pas conscience, je suis sûre que ça existe dans la vraie vie comme vice versa avec toutes les émotions dans la tête, ok? Vous vous endormez et en fait vous accédez à ce grand magasin, il y a plusieurs types de magasins, mais là on est dans le Grand Magasin des Rêves. Donc vous accédez à ce magasin, il y a plusieurs étages, et selon les étages que vous choisissez, vous pouvez fouiller pour trouver des rêves. Genre vous pouvez dire, ah bah, aujourd'hui je veux être un astronaute, donc je vais faire un rêve de je vais dans l'espace, ou alors, oh merde, je plante ma mission spatiale. Et c'est plein de trucs comme ça, vous choisissez vos rêves. Il y a plein de parallèles incroyables, et je vous invite à le découvrir pour savoir tous ces parallèles et tous ces trucs où t'es là, oh, genre vraiment, l'autrice, elle a pensé à tout. Dans ce livre, non parce que là j'étais trop joie, on parle de chien dedans, ok? Ma passion dans la vie. Vous avez un étage consacré aux animaux, c'est-à-dire que quand votre chien il rêve et que vous le voyez en train de bouger des pattes comme ça, oui je suis en pyjama, ne me jugez pas, quand vous le voyez en train de bouger des pattes comme ça, c'est qu'en fait il a accédé au Grand Magasin des Rêves et qu'il a dit, oh, je vais choisir me promener avec mon maître, ou alors pourchasser un lapin, genre c'est son rêve de pourchasser un lapin, il a choisi ce rêve et genre il rêve de ça. Je suis la seule qui trouve ça incroyable, genre vraiment j'étais... Et il y a plein de choses, c'est hyper émouvant, et il y a une cérémonie genre des Oscars des rêves, genre il y a des scénaristes de rêves, ce sont des gens qui écrivent les rêves et qui après permettent aux gens de les acheter. En plus le système de monnaie ce n'est pas de l'argent, c'est quelle émotion va vous laisser ce rêve. Genre quand vous vous réveillez d'un cauchemar et que vous êtes complètement apeuré, que vous êtes en tachycardie, que vous êtes pas bien, c'est pas ouf. Genre niveau émotion, pas ouf. Même si c'est une émotion forte, ça reste quand même pas ouf la peur. Par contre, si vous avez fait un rêve incroyable, ou j'en sais rien, vous mangez du gâteau au chocolat, ou vous revoyez quelqu'un que vous avez aimé et que vous sentez juste de la gratitude ou de la joie immense, et bien là ça les paye du coup en joie, en bonheur, et voilà. Et c'est plein de... Enfin c'est ce système de monnaie là. Et ouais, il y a une cérémonie des Oscars, t'as des gens qui écrivent les rêves qui sont ensuite vendus au magasin, et t'as genre machin qui va être nommé pour son rêve de j'aimerais être une hirondelle. J'en sais rien, c'est que des trucs comme ça, t'es là mais... Oh, et j'imaginais les chances, c'était tellement visuel en fait, j'avais un visu sur tout le bouquin. Je sais pas si s'il est visuel ou si c'est moi qui me suis complètement... Oh, j'avais vraiment les rues pavées, non parce qu'il y a aussi, voilà, il y a aussi la vie, j'avais vraiment les rues pavées du truc, j'avais vraiment les grands magasins et tout. Et en plus, enfin c'est censé entre guillemets se passer en Corée du Sud parce que l'autrice est sud-coréenne, mais l'histoire aurait vraiment pu être transposée de partout, je pense que ça aurait marché. Et il était vraiment très très bien, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est rare, je l'ai dit qu'une fois, je crois. Il y a qu'un seul livre que j'aurais aimé écrire, c'est Qui es-tu Alaska de John Green. Vraiment, j'ai fini ce livre et j'étais là, putain. Genre vraiment, j'ai envie d'être autrice pour écrire ce genre de bouquin. Pour écrire ce bouquin-là. Genre j'aurais aimé que ce soit moi, que ce soit mon idée.
Pour celui-ci, vraiment, j'aurais jamais eu l'intelligence et l'imagination pour inventer ça, mais ça aurait été... Oh là là, j'aurais aimé écrire ce livre, je le trouve trop bien. Je peux même pas vous le vendre parce que vraiment c'est assez random, ça se lit bien. Il fait 300 pages, il est quand même assez court. Regardez cette beauté, vraiment je suis obligée de le dire, mais il est trop beau. Ça se lit bien, mais c'est pas non plus quelque chose, c'est pas un page turner, il n'y a pas de suspense, il se passe rien. La fin, je trouve, est un peu décevante, mais le principe, en fait, le concept de l'histoire, je l'ai trouvé tellement fascinant, ce concept, que je peux pas dire autre chose que c'est un coup de cœur et j'aurais aimé l'écrire. Je peux pas... Je sais qu'il a des défauts, il y a des choses où je me dis ah ouais là il aurait pu être plus exploité, et je trouve que dans certains aspects ça ressemble un peu à de la littérature japonaise dans le côté contemplatif, et il se passe pas grand chose, mais je l'ai tellement aimé, j'ai tellement d'amour pour ce bouquin, vous imaginez même pas, hein, j'ai vraiment adoré. Et je suis obligée de vous dire, de vous inviter, de vous convier à le lire parce que il coûte son prix, il coûte 22 €, c'est chez Piquet, mais il était trop bien. Genre vraiment, il était beaucoup trop bien, je peux pas vous dire autre chose. Lisez-le, achetez-le, lisez-le. C'était incroyable, c'est incroyable. Ensuite, j'ai continué avec de la littérature japonaise et j'ai relu La fille de la supérette de Sayaka Murata. Je suis désolée, j'ai chopé une espèce de rhume, du coup c'est un peu compliqué. Alors déjà de base mes accents sont bancals, hein, sont bancals. Accent nul, mais alors avec le nez bouché c'est horrible. J'avais déjà lu ce livre, je le dis à chaque fois, mais j'avais déjà lu ce livre qui était sorti en grand format chez de Noël je crois. C'était Combini. Je l'avais lu à l'époque où je ne lisais pas du tout de littérature japonaise. Je me souviens c'était Lemon June qui en avait parlé, je sais même plus où, c'était sur Instagram ou sur YouTube. Et vraiment ça date, hein, c'était à sa sortie le bouquin. J'avais été l'acheter chez mon libraire, je l'avais lu dans la foulée et je n'avais pas compris ce livre. Je ne voyais aucun intérêt à cette histoire. Et des années plus tard, notamment sur TikTok, j'ai vu repopper ce livre, surtout en anglais. Et je me suis dit, bon, si autant de gens le hype et disent que c'est féministe et que c'est bien, c'est qu'il doit y avoir un truc et je suis juste passée à côté de ma lecture la dernière fois. Donc là, je l'ai relu, en sachant que maintenant je lis de la littérature japonaise et que j'aime ça, et que je m'attendais pas à grand chose. Vous voyez, je me suis dit, bon, au pire... Voilà, j'aurais déjà lu, je vais me dire ah oui c'est vrai c'était ça, j'ai pas adhéré. Donc j'ai relu ce livre et en fait toute la portée féministe que je n'avais absolument pas vue à l'époque, en tout cas qui m'avait pas marqué, je l'ai vraiment vue cette fois-ci et c'était trop bien. Genre vraiment ma meilleure relecture je pense. Je relis très peu des livres parce que j'ai quelques bouquins dans ma palle, parce que là on est arrivé sur 2 étagères et demie. J'ai tout rechangé la configuration de mes bibliothèques, mais là on est que sur de la palle. Voilà, j'ai pas assez de temps pour relire mes bouquins et surtout j'ai peur d'être déçue. Donc il y a des livres, je dis ouais un jour j'aimerais les relire, mais il y aura toujours de nouveaux livres et ça me rassure de me dire ouais mais ils sont là et ils sont bien, vous voyez. Pour que je me lance dans une relecture et que la relecture soit bien meilleure que ma première lecture, c'est... Déjà ça me fait plaisir, mais c'était trop bien. Ici on suit une jeune femme qui s'appelle Keiko, qui travaille en temps partiel dans un combini, dans une espèce de supérette, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la culture japonaise / asiatique. Et généralement c'est un job fait pour les mères au foyer qui vont prendre un petit job comme ça à temps partiel pour genre financer les études de leurs enfants, ou alors c'est pris par des personnes âgées, comme ça c'est un boulot entre guillemets pas trop dur, pas trop contraignant, et vous voyez des gens et c'est un temps partiel, ou alors c'est quand vous êtes étudiant, du coup vous bossez et à côté de ça vous avez vos études. Sauf que Keiko, c'est comme ça qu'elle a commencé d'ailleurs, c'était après ses études à la fac, elle a intégré ce combini et elle en est jamais partie. Sauf que là elle a 36 ans, elle est célibataire et il y a la pression sociétale, surtout au Japon, qui dit que en fait quand vous avez plus de 30 ans, que vous êtes une femme, vous êtes célibataire, vous ne valez rien. Là elle en a 36 ans, sa famille sait qu'elle est un peu particulière, Keiko. C'est pas dit, mais vu toutes les démonstrations qu'on a, je pense qu'elle a un trouble du spectre autistique, parce que c'est un peu trop... Je veux bien, hein, je suis aussi une introvertie, mais là j'étais là, ouais, c'est à l'extrême quand même, et elle est tellement ritualisée, et elle est tellement... Genre vraiment, j'imagine en fait le combini dans lequel elle travaille, et j'imaginais la personne comme ça, les mises en rayon, etc. On suit la vie de cette femme dans un combini, et surtout sa vie va être, entre guillemets, bouleversée quand elle va rencontrer un jeune homme qui est absolument antipathique et nul, mais nul au possible. Vraiment, il va à aucun moment être une bonne personne et quelqu'un de bien pour elle, mais il va commencer à se passer quelque chose avec ce garçon. Je vous invite à le lire, on n'est pas du tout sur une romance, ok?
Je sais même pas comment vous le qualifier, mais on suit cette femme en temps partiel dans un combini et tout ce que ça implique pour elle. Pas dans le magasin, mais vraiment pour elle. Toute la société de la patriarcale japonaise, toute la pression qui est mise sur les femmes en fait. Et ouais, c'était vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je ne l'ai plus en ma possession, ce qui fait que j'ai un petit post-it, je vous mets la couverture ici. J'ai lu Un Happy New Year de... Alors, personnellement, je n'ai lu qu'une seule des nouvelles, c'est un recueil de 5 nouvelles par 5 autrices. C'est publié chez Hugo, et moi je n'ai lu que la nouvelle de Morgane Moncomble, parce que ça fait des années que j'attends que Morgane écrive une romance FF, donc une romance entre deux filles. Là, enfin, trop bien. Elle publie, elle se fait publier ce recueil de nouvelles. Je lis sa nouvelle avec des lesbiennes, enfin lesbiennes. Ouais, l'une d'entre elles en tout cas c'est sûr qu'elle est lesbienne, et c'était horrible. Je peux pas dire autre chose, j'ai sauté tellement de lignes et de passages alors que c'est du 120, 130 pages grand max. Ici on suit 5 sœurs, donc on a 5 points de vue des filles. Et c'est à chaque fois l'histoire d'une autrice, enfin c'est l'autrice qui l'a écrit. Dans le cas de Morgane Moncomble, l'autrice elle a écrit sur la plus jeune des sœurs qui s'appelle... En fait c'est Hazel et Grace, d'ailleurs ça m'a perturbée parce que j'avais déjà écrit une nouvelle FF avec ces deux noms là, du coup j'étais là, wow. Hazel et Grace, mais moi je crois que Hazel c'est la sœur. Et Grace du coup c'est sa meilleure pote qui va devenir sa meuf. Du coup voilà, on suit cette jeune fille, on va dire comme ça, qui enchaîne les relations parce qu'en fait elle est amoureuse de sa meilleure amie qui est hétéro. Voilà, on sait, c'est une romance, hein, on sait comment ça va se finir hein, forcément. Et c'est le cliché au possible, et du coup en fait elle arrête pas de briser des cœurs parce qu'elle refuse de s'engager, parce que elle ressentira jamais aucune émotion pour personne d'autre, parce qu'elle est beaucoup trop amoureuse, beaucoup trop attachée à sa meilleure amie. Là il y a une fête, je crois que c'est une crémaillère ou je ne sais pas quoi, dans la maison familiale, et il va se passer plein d'événements, et j'ai pas eu tous les événements et tous les éléments parce que j'ai lu qu'une seule des nouvelles, mais conflit avec le père, et du coup la fille décide de partir, genre ouais, je sors de chez moi, je fugue parce que marre, c'est une adolescente, hein. Elle est vraiment jeune adulte. Elle part, sa meilleure pote la rejoint, et elles vivent genre une aventure, genre elles font des trucs ensemble. Pas genre elles sont ensemble, genre vraiment elles vont faire différents spots, etc. J'ai peur de vite vous spoiler parce que ça reste quand même une nouvelle et assez courte en plus de ça. Mais on est sur clairement le cliché de la meilleure pote, enfin la pote lesbienne, la pote hétéro, et finalement, oh bah, en fait je crois que c'est toi que j'aime et on s'en fout de mon orientation sexuelle. Et c'est un schéma qu'on voit beaucoup dans la romance, et de la romance queer du coup, et c'est pas un truc qui me plaît. Il y avait des grosses incohérences dans cette histoire. Franchement, pour faire des incohérences pareilles sur du contemporain et sur une nouvelle, je crois que, enfin, tu te demandes s'il y a eu de la relecture, donc c'est à ce point-là. Hein. À un moment donné, j'étais là, mais c'est pas possible, enfin... Des dingueries, vraiment des dingueries. Et un truc qui m'a vraiment perturbée, c'est que moi j'ai vraiment lu juste la partie sur Hazel et Grace, et on suit les 5 points de vue des 5 jeunes sœurs, jeunes femmes, 5 sœurs. Et à la fin, l'épilogue, c'est sur genre le partenaire, le ou la partenaire. Je crois que vraiment qu'elle s'appelle Grace, qu'elle s'appelle Hazel, notre héroïne. Et genre après, on va suivre le point de vue de Grace, et en fait, il y a des incohérences. C'est comme à la fin, clairement, à la fin de la nouvelle, il y a un truc avec le père, donc le père de Hazel, et quand on arrive sur l'épilogue, c'est pas ça. Genre vraiment. Et je disais, mais attends, et du coup j'ai relu les passages parce que j'étais là, mais est-ce que j'ai pas compris? Parce que comme j'avais sauté des trucs, je me dis non, mais ça se trouve, je l'ai pas compris. Donc voilà, et j'ai une copine, pareil, elle l'a lu, elle était là, mais sans intérêt. Genre vraiment, ça sert à rien même de noter, c'est sans intérêt. Et je suis dégoûtée parce que Morgane, je parle comme si c'était ma potesse, hein. Mais bref, Morgane Moncomble avait dit que elle voulait écrire un roman avec du FF, et maintenant elle est là, bah voilà, j'ai fait une nouvelle avec du FF. Mais franchement, une nouvelle avec ce niveau-là, ça n'en vaut pas la peine. Genre vraiment, je suis dégoûtée. Peut-être que mes attentes étaient trop hautes, mais quand même, franchement, partir dans un cliché pareil, déjà la meilleure pote qui brise les cœurs parce qu'elle est amoureuse de sa pote, voilà, et en plus de ça, des incohérences pareilles. Vraiment, je peux pas vous citer des choses qui sont incohérentes parce que autrement je vous spoil tout, mais pour que je remarque un truc, il en faut beaucoup. Non, je suis du genre à faire attention aux détails, mais à ce point-là, quand même, pour relire les passages, pour être sûr que j'ai bien compris ce que je viens de lire, voilà, vraiment ça avait aucun intérêt ce recueil de nouvelles pour moi. Après j'ai pas lu les autres, mais si même Morgane Moncomble arrive à me décevoir,
Voilà, je l'ai revendu entre temps. Je sais pas si la personne l'a lu et l'a aimé, mais moi, vraiment, pour le moment, on est sur la pire lecture de l'année. Ok, il y a eu qu'un mois, mais vraiment, je pense pas qu'il y aura pire lecture que ça, parce que c'est vraiment sans intérêt, vraiment. Ensuite, j'ai lu un livre de développement personnel, on va dire ça comme ça. Donc j'ai lu Le Code de Serious North, qui est un youtubeur que j'aime beaucoup. J'adore suivre sa vulgarisation philosophique, surtout qu'il faisait à l'époque, maintenant il y revient un peu. J'adore son concept êtes-vous des merdes, en fait, vous jugez des situations et pas des gens, et c'est trop cool. Et j'aime beaucoup sa bienveillance, je suis plutôt d'accord avec lui dans l'ensemble, même si je suis pas d'accord avec tous les éléments. J'adore ses vidéos, genre vraiment j'adore ça. Donc un livre qui lui est consacré. Un livre qu'il a écrit, qui va parler et de philosophie et de développement personnel. Je me suis dit, oh là là, je vais retrouver le Sirius des vidéos. Et c'est vrai, j'ai retrouvé le Sirius des vidéos, sauf que, bah en fait, j'avais l'impression de tout ce que j'avais vu en vidéo, je l'avais dans le bouquin. Il y avait très peu de précision, il y avait très peu de choses en plus. C'est assez random en fait, il n'y a pas vraiment de choses qui se détachent, qui sortent du lot. C'est quand même un peu décevant. À des moments, il y avait des gros concepts philosophiques qui peuvent être intéressants. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste, est-ce que t'as besoin d'arriver, surtout au début, d'arriver de balancer un gros truc philosophique pour ensuite décortiquer et prendre que certains aspects pour arriver à une conclusion que tu aurais pu faire sans tous ces éléments-là. Je comprends. Enfin, je comprends. J'essaye de comprendre et d'imaginer, de me dire ouais, mais c'est parce qu'en fait il adore la philo et qu'il veut montrer qui a pensé à ça, quelle est sa vision à lui sur cet élément-là, comment est-ce qu'il décide de l'interpréter, parce qu'après c'est aussi une interprétation, la philo c'est beaucoup d'interprétation. Peut-être, mais moi c'était juste ok. Je me suis pas ennuyée, je l'ai bouffé assez vite, d'ailleurs c'est ce qui m'a vraiment sorti de ma pseudo-panne de lecture. Voilà, j'ai bien aimé le fait qu'il parle de santé mentale parce qu'il y a beaucoup ce truc, on est quand même sur du plus ou moins développement personnel, on est beaucoup sur dans la vie, sur quand on veut on peut, genre rien d'impossible, faut croire en ses rêves et travailler, on y arrive, et lui il parle vraiment de la santé mentale dedans. Et c'est la première fois, la seule fois où je vois dans un bouquin de développement personnel avec des guillemets, qu'on parle de la question de santé mentale. Parce que vraiment, quand tu es en dépression, quand tu es quelqu'un d'anxieux, dire ah mais non ça va aller et on va y arriver, ça ne fonctionne pas. Genre ton cerveau n'est pas en capacité de le comprendre et de faire. Genre vraiment, quand tu as un problème au niveau de l'attention, t'as un trouble de déficit de l'attention, tu peux pas dire ah bah non je vais aller outre. Genre, le cerveau fonctionne d'une certaine manière pour toi, ça ne marchera pas ce concept-là. Et peut-être que sur un cerveau sain, ça pourrait fonctionner éventuellement, parce qu'après, qu'est-ce qu'on en sait de ce que ça fonctionne ou pas le développement personnel. Mais voilà, on n'est pas sur les mêmes trucs, et je trouve ça bien qu'il en parle, qu'il parle aussi de son expérience à lui avec les psys. Et ça fait un peu témoignage, mais vraiment, si vous regardez ces vidéos, vous apprendrez rien de plus là-dedans. Voilà, je l'avais reçu pour Noël, ça a permis de soutenir l'auteur, mais pas à la hauteur de mes attentes et de mes espérances. Ensuite, j'ai abandonné un livre d'une autrice que j'adore, pourtant, enfin j'ai lu qu'un seul de ses livres, mais que j'avais adoré. J'ai abandonné Résidence Sa de Cho Nam-joo. J'étais tombée dessus par hasard à Cultura, c'est un roman de SF dystopique. C'est par l'autrice de Kim Ji-yoon, née en 1982, que j'avais adoré, vraiment, c'est l'un de mes bouquins préférés maintenant. Je l'ai acheté, j'avais hâte de le lire, je le commence, hyper enthousiaste en me disant ouais de quoi ça va parler, est-ce que ça va être bien, et j'ai pas du tout aimé cette histoire, je ne l'ai pas compris, je ne vois pas d'intérêt encore une fois à cette histoire, au point où je l'ai abandonnée parce que je commençais à rentrer dans le truc de tu te forces à aller vers un livre que tu lis, et à chaque fois que tu le lis tu dis là bah je pourrais passer tout ce passage et je crois pas que ça changerait grand chose à l'histoire. Pas ouf, je suis arrivée quand même une petite centaine de pages sur 275, mais vraiment je ne me voyais pas lire pratiquement 200 pages de plus. Ici on suit en fait on est vraiment dans un monde dystopique où vous avez différentes zones, je crois que vous avez 2 zones, genre les ultra privilégiés et après genre les riches un peu privilégiés, et après vous avez genre le reste, enfin le reste du monde entre guillemets, le reste de la ville, le reste du machin. Et c'est la résidence Sa, c'est des espèces de gros HLM, et c'est un peu les reclus de la société qui viennent ici. Il n'y a pas vraiment de justice d'un point de vue judiciaire. En fait, ils n'ont pas à être là, mais ils sont pas non plus interdits. C'est pas autorisé, c'est pas interdit. C'est un peu cet entre-deux. Donc on les laisse vivre ici, mais parfois, dans des cadres d'enquête, la police vient sur place et interroge, mais elle reste quand même assez effacée, cette police-là, parce que
bah ils font pas complètement partie de la société quoi, ils sont un peu les reclus, et le système de justice ça se fait beaucoup entre eux, c'est vraiment des gens qui ont fui une espèce de guerre, on sait pas trop, enfin là où je m'étais arrêtée on sait pas trop ce qui s'est passé, et ils ont un peu trouvé refuge ici, et c'est est-ce que les habitants, genre le comité décide de les valider pour qu'ils intègrent la résidence ou pas. Nous on suit un frère et une sœur, le frère va être accusé du meurtre d'une femme avec qui il sortirait, ou il est sorti. Et il y a une enquête et la sœur essaye plus ou moins de protéger son frère et de comprendre, et on les voit, enfin, on voit surtout la sœur évoluer dans cette résidence. Pas compris. Vraiment, je n'ai pas d'intérêt. Je n'ai pas aimé, j'ai trouvé ça long. Je me suis dit, on va être sur une enquête, ça va être trop bien. Bah non, c'est un roman dystopique, mais on nous installe pas trop la dystopie. On suit plein de personnages environnement. J'étais là, putain, mais tu t'es pris pour Stephen King ou quoi? Vraiment, tes personnages, t'es là, ok. Et tu te dis, bah, il va peut-être se passer un truc avec cette personne, et du coup, on nous introduit l'histoire du personnage, et ça peut être un procédé d'écriture, hein. Je dis pas, pourquoi pas? Non, non, on nous raconte juste la vie de la serveuse. T'es là, ah, ok. Y a pas de lien avec la scène d'avant? Non, d'accord, ok, bon bah... C'était que ça. J'adore les thrillers coréens. D'ailleurs, je viens d'apprendre que la maison d'édition Matin Calme fermait ses portes, ou a fermé ses portes. Je suis dégoûtée. Vraiment, je vous le dis, c'était une maison... Enfin, c'était, je ne sais pas. Franchement, j'ai le cœur brisé, hein. Oh là là, je suis dégoûtée. C'est une maison... C'était une maison d'édition spécialisée en thrillers coréens. Ils ont publié des pépitas. Genre vraiment, ils ont publié des trucs que j'ai adorés. Bah c'est vachement plus au-dessus que ça. Genre là, c'était déception. Genre une espèce de roman policier slash thriller dystopique. Mais nul. Vraiment, je suis désolée, hein, mais enfin, je suis même pas désolée, je me suis vraiment fait chier avec ce livre. On bascule maintenant sur des bonnes lectures. Oui, enfin, c'est possible. J'ai tourné un ridaton il y a pas très longtemps. Enfin bref, j'ai fait un ridaton, j'ai filmé ça, c'est posté sur YouTube. Je me suis juste trompée sur l'heure des parutions des vidéos. En fait, j'avais pas mis d'heure, du coup ça l'a mis à minuit. Et comme ça a foiré son démarrage, je crois que beaucoup de gens n'ont pas vu la notif. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. J'ai fait un ridaton et mon secret, entre guillemets, pour réussir les ridatons, c'est de varier les genres et les formats et un peu tout ça. Et là, j'ai décidé d'attaquer avec un manga, une suite de sagas en 2 tomes. Donc là, c'est la fin. Et je sais pas si c'est un coup de cœur, mais j'ai adoré. En fait, si, je pense que c'est un coup de cœur pour ce petit diptyque. Je sais pas si on peut le dire comme ça en manga. C'est sur la colline où poussent encore ces fleurs. Là, c'est le tome 2. Je vous avais un peu parlé, je crois, du tome 1. Ici, on suit une jeune fille qui s'appelle Yuri, qui est lycéenne et qui étudie l'histoire du Japon et notamment l'attaque de Pearl Harbor. Elle apprend le cas des kamikazes, elle apprend ce que c'est, et bref, elle fait pas plus attention à ça. Elle a une adolescence assez compliquée, elle est souvent en conflit avec sa mère. Ce jour-là, elle rentre en conflit avec sa mère, je sais plus pour quelle raison. Les cours, je crois. Elle décide de partir de chez elle, elle s'endort dans un... Oh, j'oublie à chaque fois le nom, alors que je l'avais en début de vidéo, quoi. Dans une espèce de refuge anti-missile, ça a un nom, ça Pauline, mais tout va bien. Et à son réveil, elle trouve que tout a changé, que c'est bizarre, que les routes sont différentes, et en fait elle a été projetée en 1945, quand le Japon est en train de perdre la guerre, et dans une tentative désespérée, décide d'envoyer, enfin d'avoir recours à des kamikazes, donc à faire des attaques suicides en fait. Elle a étudié son histoire, et là non mais ça va pas se produire, et elle rencontre un garçon qui est militaire, et qui s'engage, enfin qui s'est engagé dans cette mission. Et elle sait que malgré la tentative, enfin vraiment elle sait que ce garçon va mourir, il part en mission suicide. Mais malgré ça, elle se dit ouais mais lui il va faire ça en pensant faire ça pour l'honneur de l'empereur, et il croit en cette conviction, il pense que ça peut mettre fin à la guerre. Sauf que elle sait que ça ne mettra pas fin à la guerre, ou que si ça met fin à la guerre, c'est avec une défaite du Japon. Et elle peut pas dire tout ça, et elle sait pas pourquoi elle est projetée dans ce passé, parce que je dis mais c'est pas la réalité, enfin, elle ne sait pas. Et elle va vivre au milieu des bombardements, elle va vivre au milieu de la misère, elle va se lier d'amitié avec des gens, et elle va du coup en apprendre plus sur elle, et voilà, c'était trop bien. Je vous résume brièvement le tome 1, je vais pas forcément vous parler du tome 2 en termes de résumé, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, il est beaucoup question de destin. Il y a une planche que je trouve incroyable, voilà, je la trouve très belle, je suis tombée dessus, je suis tombée amoureuse, tout simplement. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, c'était pas incroyable mais ça a fait son travail. En fait j'arrête pas de dire que je ne suis pas roman historique, mais les rares romans historiques que je lis, je les aime.
Bon là c'est un manga historique, mais je sais pas, je crois que vraiment je me découvre une passion, ou en tout cas tous les livres historiques que je lis sont des très bonnes lectures, donc voilà. Mais c'était vraiment chouette, c'est cool que ce soit en 2 tomes, je crois que le deuxième tome est un peu plus gros mais ça reste quand même complètement acceptable. J'ai vraiment adoré, je peux que vous dire ça, que vous conseillez de lire cette mini saga. D'ailleurs il y a un coffret pardon, qui est sorti entre temps, donc n'hésitez pas, je crois que ça coûte genre 15 € les 2 volumes, et c'était vraiment très chouette. Ensuite, j'ai lu le 5e et avant-dernier tome de Heartstopper de Alice Oseman, que je lis depuis des années. Je les achète à chaque fois en anglais parce que c'est très très abordable et que... Bref, j'ai pas trop aimé le tome 3, j'ai adoré. Coup de cœur pour le premier et le deuxième tome. Pas trop du tout aimé le tome 3, tome 4 qui remontait un petit peu, et là dans ce tome 5 on remonte encore d'un niveau. On suit Nick et Charlie dans 2 étapes un peu différentes de leur vie. Nick, c'est ce garçon là, le blond, qui va rentrer à la fac, et il se questionne sur son avenir, sur oui mais Charlie est atteint de TCA, il était anorexique notamment. Et il a oui, Charlie a besoin de moi donc il faut que je reste dans le coin, et en même temps je sais pas qui je suis, je ne sais pas quelle personne j'ai envie d'être. Est-ce que je vais dans telle fac juste parce que c'est près de chez moi, ou est-ce que je choisis une autre fac mais je prendrai quel cursus parce que je ne sais pas trop non plus. Il est vraiment dans un questionnement. Et Charlie est assez... en fait il ne lui en parle pas, Nick reste vraiment avec ses incertitudes et ses doutes, et Charlie ne peut pas deviner du coup ce qui se passe dans sa tête. Donc il est un peu confus par rapport à ça. Mais on suit ce couple-là, il y a aussi un rapprochement physique, il y a toute la question de la première fois, du concept de virginité, et de qu'est-ce que ça implique de coucher avec quelqu'un dans une relation gay, mais dans une relation hétéro d'ailleurs. C'est à partir de quand on parle de rapport sexuel, à partir de quand on détermine entre guillemets les choses. Et il y a un peu les questionnements autour de leurs amis, sans que ça bascule trop dans un truc où on a la vie de tous les amis. Et c'était mon reproche du tome 3, où on voyait presque plus les autres gens que Nick et Charlie. Là on reste quand même focus sur eux, et j'ai vraiment bien aimé. Genre vraiment bien. Je peux pas trop vous en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler, mais lisez Heartstopper, c'est vraiment très cool. Ensuite j'ai lu un roman, j'ai lu On ne dit pas Sayonara de Antonio Carmona. Alors l'auteur est complètement français, je sais pas s'il est français, mais bref, il est écrit en français, il a pas d'origine japonaise. Mais ce roman, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est celui qui a gagné le prix, je sais plus comment on dit, c'est quoi, premier roman de chez Gallimard Jeunesse. Comme La Place Miroir de Christelle Dabos, c'est le même concours d'écriture. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre que je n'avais absolument pas vu nulle part, juste je suis tombée dessus à la FNAC, je l'ai acheté, je l'ai lu lors de toujours d'un rédaton, et c'était trop bien. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Élise, qui vit avec son père. L'histoire commence comme ça, son père est en train de brûler des trucs dans le jardin. Il décide que maintenant, on va plus parler de ta mère, on ne parlera plus de ta mère, on ne parle pas de sa culture japonaise, on ne parlera de rien de tout ça. C'est acté, c'est comme ça, on n'en parle pas. Et on suit du coup une jeune fille qui grandit, qui est adolescente, et qui a appris à ne pas parler de la culture japonaise, donc elle ne regarde pas de dessins animés, elle ne lit pas de manga, elle ne mange aucun aliment d'origine japonaise. Elle vit comme si ce pays n'existait pas, cette culture n'existait pas, et tout ce qui pourrait la rattacher à sa mère, ça n'existe plus. Genre vraiment, ça a disparu. Sauf qu'un jour, Élise, elle va rencontrer une jeune fille à l'école, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, Stella, et Stella, elle est fan du Japon, elle rêve du Japon, je ne sais pas quelle pathologie psy elle a, mais elle est surexcitée tout le temps, elle est enthousiaste comme pas possible, là où Élise est un peu plus dans la réserve. Élise elle fait ses petits puzzles, elle est tranquille dans son coin. D'ailleurs elle fait des puzzles mais elle met jamais une pièce manquante, enfin il y a toujours une pièce ou des pièces manquantes dans son puzzle, elle refuse de finir les puzzles. Oh, c'est un truc qui m'a vraiment genre touchée, j'ai vraiment toute la symbolique derrière. Et le truc c'est que Stella va inviter un jour Élise chez elle, et elle veut dire bah écoute, moi je regarde des animés, je crois que c'est One Piece ou Naruto, je sais plus quelle série de manga hyper connue elle regarde, mais elle dit bah moi je regarde ça, est-ce que tu veux regarder avec moi? Et du coup Élise va s'intéresser aux animés. Et après il y a la grand-mère d'Élise, donc la grand-mère maternelle, donc la mère de sa mère, qui va débarquer à la maison et qui va remettre de la vie dans cette maison qui n'en avait plus finalement, parce que le père était dans le déni de l'existence de sa femme. Il n'a pas parlé de sa mort, la gamine ne sait même pas comment sa mère est morte, c'est vraiment un non-dit total. Et le père avait un truc de, à chaque fois qu'il était triste,
et qu'il avait envie de pleurer, il allait couper des oignons. Genre vraiment c'était, tu t'interdis le chagrin, tu t'interdis d'être triste, mais par contre t'as une excuse pour pleurer. Et on va suivre du coup cette grand-mère qui débarque dans cette maison où sa petite fille a désespérément besoin de réponses, que son père ne veut pas lui donner, et à chaque fois qu'elle essaye d'aborder la question, en fait elle voit que son père est tellement mal que bah du coup elle oublie, elle met de côté toutes ces interrogations. L'arrivée de Stella puis de sa grand-mère dans leur quotidien vont vraiment changer beaucoup de choses. C'était vraiment très chouette, c'était vraiment très beau, je pleurais, bon, qui est surpris, voilà. Euh, c'est un beau roman, c'est vraiment un beau roman, je m'y connais sûrement pas assez en termes de culture japonaise pour vous donner un avis entre guillemets sincère et un peu plus juste sur ce qu'il en est de la représentation, mais l'auteur a fait des recherches et a demandé beaucoup d'informations. Et franchement c'était beau, c'était un beau message, c'est plein de beaux messages parce qu'il y en a plusieurs. Et ouais, j'ai vraiment aimé chacun des personnages. Et à la fin j'avais peur parce que j'étais attends, on va même pas savoir comment la mère est morte, mais si, on l'apprend vraiment dans les dernières pages. Et même ça c'était beau, c'était un très bel hommage à, je sais même pas, une sorte de patrimoine génétique, je ne sais pas, mais c'était vraiment très très chouette comme lecture, donc je vous la recommande. Et c'est pas si jeunesse que ça, faut arrêter de dire c'est Gallimard jeunesse en mode c'est du 8 ans, hein. C'est un peu plus adulte, enfin adulte, c'est un peu plus âgé que ça, genre vous pouvez dire ça à 13-14 ans facilement. Et en adulte, je pense qu'il y a aussi des messages qu'on détecte un petit peu plus, et je sais pas, j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai lu une romance gay de chez Corrigan. J'ai lu Date Me Bryson Keller de Kevin Van Wy. Ici, on suit Bryson? Non, c'est qui? C'est Kay. Nous, on suit Kay qui un jour est dans une fête et je sais pas pourquoi il se met à challenger Bryson et à lui dire bah écoute, chaque semaine, il y a une fille différente qui va devoir venir te voir et t'inviter à sortir avec elle. Et tu dois sortir avec la personne, non. C'est vraiment la personne, il dit pas une fille, il dit la personne qui va se présenter, tu vas devoir sortir avec elle pour la journée, genre elle doit te dire bah, est-ce que tu veux venir en date avec moi, et du coup vous sortez ensemble pendant une semaine ou une journée, non je crois que c'est pendant une semaine. Oui, le deal c'est pendant une semaine. Ils doivent sortir ensemble pendant une semaine, ça implique pas de sexe, ça implique pas de baiser, de câlin ou quoi que ce soit, c'est juste on sort ensemble, on fait des dates, etc. Et un jour, ok, je vous tais toute la situation, mais va demander à Bryson d'être son copain pour la semaine, et Bryson n'avait pas le droit de refuser, c'était ça le deal. Donc les deux garçons vont commencer à sortir ensemble, un peu dans le dos des autres quand même, mais Bryson n'est pas du tout le mec toxique que j'attendais. Je m'attendais à un Bryson genre, ouais, je suis le mec populaire qui fait du foot, et qui ne veut pas être un mec gay, et quoi, un garçon, non, pas du tout. Genre Bryson c'est le copain gay que je n'aurai jamais parce que je suis une meuf, ok? Mais vraiment, je rêve de sortir avec lui. Il est incroyable, j'ai trop aimé son personnage. Kay, c'est un personnage qui est un peu plus complexe parce que il a une petite sœur vachement engagée, féministe, je pense HPI aussi. Un père, et je crois que c'est un père noir ou une mère noire et un père... Enfin bref, il y a ce truc-là d'origine où lui il est métis et il a ce questionnement de bah en fait je suis trop blanc pour être noir mais je suis trop noir pour être blanc, donc qui je suis? Bah je suis métisse mais elle n'a pas forcément le même entre guillemets mélange que moi, on n'a pas forcément la même couleur, on n'a pas forcément bah, du coup les mêmes nationalités, origine plutôt, et il y a tout ce questionnement identitaire là en termes de couleur de peau, et il y a un deuxième questionnement identitaire puisque Kay est gay et qu'il s'assume, mais la seule fois où il a fait son coming out à l'un de ses potes, ça s'est très mal passé, vraiment en mode outing en plus, je crois vraiment horrible. Du coup il a peur et il est dans ce truc aussi de est-ce que je dois révéler qui je suis à ma famille, parce qu'il est dans une famille assez pieuse, même très pieuse, notamment du côté de sa mère, et il a peur. Et ce roman il est trop bien, on parle tellement d'acceptation et d'amour, on parle beaucoup d'amitié aussi dedans, et c'était tout doux, la romance est vraiment très belle et très mignonne, et elle se fait tout naturellement et c'est pas forcé. Et il y a une note d'auteur à la fin de ce livre. J'ai envie de pleurer juste de repenser à cette note d'auteur parce que enfin, c'était hyper émouvant parce que il y a beaucoup de femmes, généralement pas queer, ou qui ne sont jamais sorties avec d'autres femmes mais qui vont dire, et c'est absolument pas un jugement pour le coup, mais qui vont dire qu'elles sont pas en bi mais sans être sorties avec quelqu'un du même genre, donc c'est un peu quand même différent. C'est pas une question d'attirance, c'est aussi que t'es pas confronté aux mêmes problématiques
quand tu es en couple en tant que femme avec un homme que quand tu es en couple avec une femme en tant que femme. Mais bref, il y a beaucoup d'autrices plus ou moins hétéros, surtout hétéros, qui vont écrire des romances gays et ça part selon moi dans un truc fétichiste qui me dérange beaucoup. Et dans la note d'auteur, il rappelle ô combien les personnes queer ont besoin de lire des romans écrits par des personnes queer où on peut relate à des situations. Je peux pas relate à la situation d'avoir une famille hyper pieuse et de ne pas pouvoir faire mon coming out, c'est pas un truc sur lequel j'ai eu besoin de vraiment sortir du placard ou quoi que ce soit, mais j'ai pu relate sur d'autres aspects. Et quoi qu'il arrive, je sais que si demain je suis en couple avec un homme, je pourrais faire ce que je voudrais, là où si demain je suis en couple avec une femme, dans certains pays je risque la peine de mort en fait. Voilà, tout simplement. Donc à partir de là, voilà, je sais que je risque de me faire harceler dans la rue, de me faire tabasser juste à cause d'une intention sexuelle. Les gens qui sont hétéros ne peuvent pas relate à ça. Genre tu peux relate à d'autres choses mais pas à ça. Pas à la peur de t'as envie d'agir naturellement mais tu ne peux pas. Parce qu'on sait jamais sur qui on va tomber parce qu'on n'est pas dans un monde qui est safe. Et il est aussi question de... Ah franchement il y a tellement de choses dans ce bouquin, c'était très très bien. Lisez-le, je sais que c'est du young adult et que ça peut un peu freiner, comme le MM, il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur. Déjà là il n'y a aucun détail sexuel, donc bon, à partir de là, voilà, si jamais c'est quelque chose qui peut vous déranger. Et c'est tout doux en fait, c'est juste mignon et c'est important que les deux soient des garçons, mais c'est pas non plus... Ah si, c'est un peu ce truc, mais je sais pas. C'est pas que centré sur leurs questions identitaires par rapport au fait d'être gay et comment on va se montrer, etc. C'est plus... je sais pas, j'arrive pas à trouver mes mots, je vous tourne ça fait presque 24 heures que j'ai pas dormi, mais c'était vraiment très chouette et je vous le recommande parce qu'il était vraiment vraiment très bien. J'ai ensuite lu la tant attendue suite de My Happy Marriage, que je prononce très mal. C'est le 4e tome, si vous n'aviez pas suivi, je m'étais acheté le premier tome à Cultura en mode mais qu'est-ce que c'est? Je vais découvrir. J'ai adoré, donc je sais pas, 1 heure, 2 heures plus tard, j'ai appelé mon libraire graphique pour lui dire est-ce que vous avez le tome 2 et 3? J'arrive, je viens les chercher. Et socialement je me suis dit ah ce serait peut-être plus acceptable d'attendre genre 1 heure ou 2 pour aller récupérer. J'ai attendu 10 minutes et j'ai couru chez mon libraire pour aller les récupérer. Je les ai lus, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était pas le coup de cœur du premier tome mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et j'ai dû attendre 2 mois pour avoir cette suite. Et je ne sais plus combien de temps on va devoir attendre pour avoir le 5e tome. Mais c'est beaucoup trop long. Et ne me dites pas de regarder l'animé, je veux déjà lire les... Je suis psychorigide. J'ai commencé les livres, je vais continuer les livres avant de m'atteler à l'animé. Même si l'animé est très bien fait et très fidèle au bouquin, je m'en fous. Laissez-moi être psychorigide, ok. Et si on suit une jeune femme qui a une demi-sœur, oui je crois que c'est sa demi-sœur, qui vit avec son père et sa belle-mère. Sa mère elle est décédée il y a quelques années et du coup elle est vraiment genre enfermée dans un placard ou à la limite c'est ça quoi, elle est vraiment recluse, sa belle-mère la déteste, sa demi-sœur c'est pareil. Elle est vraiment vouée à une vie misérable comme ça, c'est vraiment la bonne, la bonne à tout faire, elle fait tout, elle fait le ménage, elle range tout, voilà. Elle va être promise à un homme. Et elle est dégoûtée parce qu'elle pensait qu'elle allait sortir avec le garçon qui finalement va être le copain de sa sœur, de sa demi-sœur. Elle est dégoûtée, surtout qu'on lui dit oui, cet homme est froid, il a jamais voulu d'épouse, on n'est même pas sûr qu'il te voudra de toi, mais de toute façon on n'a plus rien à faire de toi. Et cet homme est celui-ci. Il est plus âgé qu'elle et il est très bienveillant. Et lui, il avait pas envie d'avoir des épouses parce qu'il voyait pas l'intérêt d'avoir une énième prétendante qui dit toujours la même chose, qui se tient d'une certaine manière, qui a une certaine attitude, et cette jeune fille est complètement différente et il va s'attacher à elle et du coup ils sont promis à un mariage, donc voilà. J'adore cette saga de manga. Là je vous ai dit vraiment le côté très bateau, mais il y a tout un truc de magie derrière, d'univers, de trucs. Et ça commence doucement, je sais pas combien de tomes il y aura, j'aimerais que ça accélère un petit peu plus à ce côté-là. Parce que on reste quand même très semblé sur un truc de... On reste très centré en fait sur la romance. Et un peu moins sur le côté magie. Et je trouve que c'est mal dosé. Dans certains tomes on est trop dans la magie et passé sur eux. Là on était très sur eux et pas trop dans la magie. La jeune femme est hantée par des cauchemars assez violents. Et c'est genre lui qui vient apaiser ses pensées. J'étais là. Moi aussi je veux un homme qui apaise mes rêves. Il y a des planches qui sont très belles aussi, je sais pas, j'arriverai pas à vous la retrouver, mais il y en a une que j'avais trouvée magnifique. Déjà elle, je la trouve très jolie.
Genre vraiment, et c'est un peu genre repose-toi sur moi. C'était très mignon, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense que le 5e tome ça va monter encore d'un échelon et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et c'est chez Kurawa. Je sais même pas à qui. Kurakawa, pardon. Je sais même pas à quel groupe ça appartient. Aucune idée, mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu le 4e et dernier tome de Fils de Taïwan que j'ai adoré, bien évidemment. Je vous ai beaucoup fait le speech sur cette histoire, donc je ne sais pas si je vous en remets une couche. Mais en gros, on suit l'histoire de Kunmin, qui est un jeune homme. Enfin, on le suit vraiment dans l'enfance, adolescence, début de vie d'adulte, où il vit à Taïwan, il fait sa petite vie tranquille, il va en cours, il va à la fac, oh là là, trop bien, machin. Il va être convié au club de lecture, je crois, et d'un seul coup, le gouvernement lui tombe dessus, il est arrêté par la police, et en fait, on lui dit, bah signe ce papier, comme ça tu seras libéré dans 3 jours, ou 2 semaines, je sais plus. Et il va signer ce papier, et en fait, c'est une reconnaissance des faits qui lui sont reprochés. Et il va être envoyé sur l'île verte, qui est une île au large de Taïwan, où il va vivre un exil pendant 7 ans il me semble, je ne sais plus exactement. Le premier tome c'est vraiment genre, sur toute l'arrestation, son enfance, dans l'adolescence, vie d'adulte, enfin, début de vie d'adulte, arrestation. Le tome 2 c'est très majoritairement basé sur son exil. Le tome 3 sur sa reconstruction parce que Kunlin il va créer un magazine de presse qui s'appelle Prince. Ça a vraiment existé, il a changé pas mal de choses, mais il avait toujours ce statut d'ancien prisonnier. Et parfois la police venait un peu l'emmerder par rapport à tout ça. Et dans ce 4e tome, on le suit lui et enfin, lui sa vie plutôt moderne, où c'est un petit papy qui a sa vie avec ses enfants, ses petits-enfants. Non que ses enfants, je suis pas sûre qu'on voit des petits-enfants. Et bref. Où il a caché une partie de son passé, où il a pas forcément parlé à ses parents, à ses enfants, du fait qu'il avait été exilé, de toute l'oppression subie, de tous ces problèmes politiques en fait qui ont vraiment impacté les citoyens de Taïwan, et tout ce que ça impliquait, le manque de liberté, et la loi martiale qui a duré pendant des années. Et dans ce tome-ci, du coup, on le voit avouer tout ça à ses enfants, et on voit son implication et l'importance pour lui du devoir de mémoire. Le fait de se rappeler, de se souvenir, de rendre hommage, de commémorer, et on est vraiment plus ciblé là-dessus. Et c'était vraiment une belle conclusion à l'histoire. Un peu triste quand même hein, de l'arrêter, enfin de terminer tout ça, mais c'était une belle histoire, c'était vraiment... voilà. Et du coup il y a aussi des camarades qu'il avait connus sur l'île qui du coup sont décédés, ou alors est-ce qu'on va voir les parents pour rendre hommage, pour dire qu'on a connu l'enfant, et il y a quand même cette honte qui subsiste, et bref, c'était vraiment... c'était un vraiment beau final, vous voyez. Ensuite, vraiment, je me dessèche à force de parler. J'ai lu Jefferson se fâche de Jean-Claude Mourleva, et pareil, grosse déception. J'ai adoré le premier tome qui s'appelle Jefferson. J'ai bien aimé, Jefferson fait de son mieux. Dans Jefferson, le premier tome, on parlait de racisme et de discrimination, ainsi que de conditions animales. Nous avons un petit invité clandestin. Donc pardon d'avance pour les miaulements, et pardon d'avance si vos chats se mêlent aux miaulements de Holden. Dans le tome 2, on suit le côté sectaire, on suit une jeune fille, un jeune animal qui va être enrôlé dans une secte, et on voit un peu tout cet aspect-là. Rappelons que c'est de la vraie jeunesse, hein, vraiment du 10 ans, 8-10 ans, à partir de 9 ans. Voilà, donc c'est... Enfin, aborder cette question de secte pour des enfants, incroyable, vraiment très bonne mise en scène. Et dans ce 3e tome, on va être un peu plus sur l'aspect environnemental et le côté de ces pays qui se servent d'autres îles pour enterrer leurs déchets et tout le bordel. Hein. On parle de ça, mais c'était sous couvert de plein d'autres sujets, et avant qu'on arrive à cette thématique, c'était long. Et même cette thématique, finalement, on la voit pas tant que ça, on voit plutôt le complot derrière ces multinationales, quoi, parce que vraiment c'est pour dénoncer des choses qui se passent dans notre société à nous. J'ai trouvé ça très long, très long. J'étais attachée au personnage, mais en même temps j'étais là, bon, en fait abrège frère, genre avance l'histoire, et on s'en fout que madame machin elle a dit ça, machin. On a un personnage qui est malentendant dedans, donc ça c'était intéressant de voir tout le langage des signes et comment est-ce que c'est introduit dans cette histoire. Mais en même temps, t'es là, ok, mais pourquoi est-ce que tu nous fais un speech de 50 pages là-dessus, passe à autre chose. Et vraiment, j'ai eu du mal à savoir quelle était la chose dénoncée, parce que c'est vraiment le propre de ces petits tomes de Jefferson. On est arrivé à plus d'une centaine de pages, et après c'est conclu de manière assez sommaire et un peu rapide, donc voilà, déçu.
Et ça m'a déçue au point où je me suis dit bah en fait je lirai pas la suite. Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps avec ce livre et je suis vraiment dégoûtée parce que c'est une saga que j'aime beaucoup de base. Ensuite j'ai lu Mon bébé. The Runway. C'était le tome 6. Vous voyez absolument pas que c'est le tome 6. Bon, vous voyez pas plus comme ça, je vous voyez ma grosse tête quoi. C'est un webtoon donc c'est tout coloré. Waouh, c'est tous des couleurs. Je sais que vous pouvez les trouver sur internet, hein. Juste j'aime acheter des livres et je suis migraineuse donc déjà je vais pas m'embêter à lire sur écran parce que marre d'avoir mal à la tête pour rien. Ici on suit 3 hommes et 3 histoires assez distinctes. On suit, attendez faut pas que je me trompe, celui-là qui a décidé de divorcer avec sa femme et au fur et à mesure des tomes on comprend ce qui a amené à cette situation et surtout lui se rend compte que le problème c'était pas sa femme ni le mariage, c'était complètement lui qui a décidé de ne pas placer son couple en priorité. Il a été c'est pas ce que fait Holden. Il a mis d'autres choses avant et il va se rendre compte notamment dans ce tome-ci de ô combien il a été négligent envers sa femme, envers sa belle famille. Et comme ça se passe en Corée, en plus c'est à côté vraiment très... il n'a pas fait les choses bien quoi. Et voilà. On suit aussi cet homme qui va coucher avec une femme à Paris, vraiment, elle décide coup d'un soir et tout, ils pensent qu'ils vont jamais se revoir et je crois 3 mois, 6 mois après. Lui il arrive dans sa nouvelle compagnie qu'il va diriger en partie, genre ça va devenir un cadre du machin. Et il se rend compte que c'est l'employé et elle se dit oh là là bah je vais le fuir, c'est pas grave. Sauf que lui il décide que ah bah non en fait on va pas faire comme si on se connaissait pas, on se connaît, c'était trop bien ce qui s'est passé entre nous, à voir si on développe une histoire ou pas. Et la troisième histoire c'est avec cet homme qui lui a eu une fille, la mère est décédée et tente de se reconstruire et en même temps il y a tout le côté de père célibataire en Corée du Sud, pas très bien vu. Et aussi le côté de sa fille elle vit mal la situation, c'est compliqué pour elle et on suit ces histoires entrecoupées d'autres histoires parce que les deux là sont frères et que lui il a fait partie plus ou moins du trio quoi, il complète un peu le trio et j'aime bien, genre vraiment c'est ma petite saga un peu doudou. Il se passe pas des choses incroyables mais elle me fait du bien cette saga, j'avais vraiment adoré le premier tome mais je crois que j'ai encore préféré ce 6ème tome parce que les choses avancent vraiment cette fois-ci et j'aime beaucoup, en fait moi, vraiment je lis cette histoire pour le couple de divorcés. Ce couple qui est en pleine crise, enfin c'est même plus une crise quoi, mais qui essaye en même temps d'avancer et l'évidence fait que bah non en fait on s'aime toujours, c'est juste que la relation n'est pas bonne. Et c'est très bien démontré là-dessus, c'est que tu peux avoir les meilleures intentions du monde, les plus meilleurs sentiments que tu peux avoir, genre tu peux être très amoureux et pour autant si ton couple n'est pas bon, la façon dont vous n'arrivez pas à fonctionner ensemble, ça ne marchera pas. L'amour ne fait pas tout dans un couple. Et c'est très bien démontré là-dedans, mais vraiment ce 6ème tome, c'est je pense mon petit chouchou. Parce que j'aime trop ce couple de presque divorcés quoi. Et là ça bouge enfin pour eux, vous voyez. Ensuite j'ai découvert la manche rouge, c'est ça. Faut que je montre les planches parce que je les aime beaucoup trop, il y en a une mais elle est trop belle. Faut que je la retrouve, je ne la retrouverai pas. Si, elle est là. Mais regardez-moi cette double planche. Je la trouve trop belle. Surtout celle-là, là. Oh, elle est trop belle. Et il y en a une autre où la jeune fille écrit, genre vraiment... Oh, j'adore les couleurs. Là, c'est un peu plus sobre, mais regardez-moi ça. J'aime trop. J'avais vu ça parce que ma mère passion K-drama, était en train de regarder... Enfin, elle a déjà fini, forcément. Mais elle regardait la manche rouge sur Viki. Et ça m'intriguait et après j'ai vu que c'était sorti chez Coda, donc c'est une collection de chez Albin Michel et j'aime beaucoup, c'est un webtoon, c'est un premier tome et je pense que je vais regarder le K-drama dans pas trop longtemps parce que en fait j'aimerais lire tous les livres mais j'ai pas la patience de me dire tu vas peut-être attendre 2 ans pour avoir tous les tomes. Mais je crois qu'ils sont tous sortis en coréen hein, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, les 5 tomes ont connu un succès immense en Corée du Sud. Donc il y a 5 tomes en plus de ça. Mais bref, flemme d'attendre 1, 2 ans, 3 ans, si jamais la saga est vraiment complète, si ça fonctionne en fait en termes de tirage. Ici on suit une jeune fille qui fait partie de la cour du roi. Enfin la cour assez large du roi, hein. Vraiment un truc, non un peu vaste d'ailleurs, c'est pas forcément la cour, c'est un truc périphérie de la cour. Et elle retranscrit des... Je sais plus ce qu'elle retranscrit exactement. Et après elle va spécialiser dans la retranscription d'histoires d'amour. Genre vraiment elle retranscrit les histoires d'amour comme ça dans des livres, des parchemins, des machins, des trucs comme ça.
et elle va être amenée à rentrer dans la cour et à voir notamment le dauphin, c'est ça, donc le futur prince qui est exécrable, mais elle sait pas que c'est lui. Donc en fait elle lui, genre lui parle mal mais elle lui répond mal, et en même temps elle est très aimée à la cour et notamment par les femmes parce que du coup elle fait des retranscriptions de romans d'amour et que oh là là, tout le monde rêve de lire ces romans là, et voilà, il se déteste. Lui la déteste plus ou moins, il est réputé pour pas être un très gentil garçon, un peu capricieux, un peu trop voilà, et lui il doit épouser aussi une femme, donc c'est un peu le truc de il faut qu'il trouve une épouse. Et elle fait sa petite vie avec ses copines qui font aussi de la retranscription, et en même temps elle est approchée pardon par la reine, en tout cas une sorte de souveraine, et c'est un premier tome, c'est introductif, pardon, mais ça se lit très bien, je trouve qu'on voit bien certains enjeux, genre là, ça me fait trop rire. Genre il parle d'un roman érotique dedans, il y a plein de connotations, de rappels plutôt historiques, et des choses en disant bah regarde dans l'heure de Joséon, ce mot là ça voulait dire telle chose, il y a beaucoup de linguistique dedans alors que je suis pas sûre que c'était vraiment le but premier de cette histoire, mais c'est vraiment bien montré, c'est vraiment bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je sais pas si on est sur un total coup de cœur, mais on est sur un très bon 5 sur 5, 4,5, 5 sur 5, vous voyez. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai une pile de bouquins, si elle se casse la figure les gars, on est dans le caca. Ensuite, il me reste 4 livres. C'est interminable, je suis désolée, mais j'avais besoin d'exprimer parfois mon amour ou ma haine pour ces livres. J'ai ensuite lu le premier tome de Death Game, que j'avais hâte de lire parce que il y a un K-drama. J'ai pas vu les sorties du K-drama, enfin j'ai pas vu du tout de trucs par rapport au K-drama, juste casting incroyable, voilà c'est tout ce que j'ai retenu. Et je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'acteurs, et maintenant que j'ai lu le webtoon, je me dis ah... Par contre je ne pense pas que je lirai la suite de ce webtoon. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Ici on suit un homme qui s'appelle EJ, qui vit une vie entre guillemets misérable. Il était fiancé à une femme, sauf qu'elle va le quitter comme ça du jour au lendemain, et 6 mois plus tard, elle annonce ses fiançailles, elle va se marier. Ou elle s'est mariée, enfin bref, c'est quelque chose comme ça. Lui, il a un taf, où il cherche du taf, il a pas fait des grandes études, et il y a tout ce truc de bah, c'est un outsider. Sauf que dans la vie, soit tu décides de t'accrocher, de tout faire pour t'en sortir, et de voir les choses un peu positivement, soit tu te laisses complètement aller. Et lui, il décide de se laisser complètement aller, et il est toujours en train de s'apitoyer sur son sort, et un jour il va décider de se suicider. C'est vraiment les premières pages, hein, c'est tout l'enjeu de ce livre. Il va décider de se suicider et il se retrouve dans une espèce d'entre-deux, je ne sais pas si j'ai des images de ça, mais il se retrouve dans un entre-deux. Il se retrouve dans un avion avec un homme qui représenterait plus ou moins la mort, l'enfer, le diable, je ne sais pas trop quelle représentation il pourrait avoir, mais cet homme est là, donc c'est celui qui est là, et il lui dit bah écoute, tu pensais que ça serait aussi facile que ça, t'as voulu te suicider, c'est pas comme ça que ça marche en fait. T'as rien fait pour que ta vie aille mieux, t'as jamais fait d'effort, donc maintenant, je te laisse 13 chances. Chaque moment, tu vas te réveiller dans un nouveau corps, tu vas te réveiller avec une nouvelle personnalité, ça va le découvrir au fur et à mesure, et tu dois tout faire en sorte pour ne pas mourir, pour continuer ta vie. Et donc il est introduit dans une vie et il incarne genre le PDG d'une putain de société, où il a l'argent, où il a une femme, genre il sort avec une actrice ou je sais pas quoi, bref il a une vie parfaite. Et c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette vie-là? Genre, est-ce que le problème avec ton existence de base, c'était la vie que tu avais? Ou est-ce que le problème avec ton existence de base, c'était ton mindset? Genre vraiment ta façon de penser et d'interagir. Et donc il a 13 chances pour réussir à trouver la vie qui lui convienne, l'état d'esprit, l'existence qui pourrait lui convenir. Et au bout de ces 13 chances, je crois qu'il irait genre en enfer ou un truc qui y ressemble. Et si jamais il réussit à intégrer l'une de ses vies, il continuera d'avoir cette vie. Donc si sa vie c'était d'être un SDF, un mec un peu douteux, bah il resterait SDF pour cette existence-là. Voilà. Je suis pas sûre que mon résumé soit très très bon, mais on est là-dessus. Il incarne un PDG, enfin une sorte, ouais je crois que c'est un CEO. Ensuite il incarne un lycéen je crois. Hyper intéressant le côté lycéen, c'est un peu beaucoup triggerant, parce que lycéen qui se fait harceler en plus à l'école, donc voilà. Mais ça restait quand même très intéressant et je crois qu'à la fin il est sur un serial killer. Ouh là là, vraiment je suis fatiguée. On est sur un... il incarne un serial killer et tout ce que ça représente et là on partait sur un truc de mystère, donc
hâte de connaître la suite, mais le format webtoon ne me convient pas, je n'ai pas assez de visuel, je suis pas très fan. Bon, je vais peut-être pas vous montrer une scène où un gamin se fait tabasser. Bah non, bah non, bah non. Y a pas un truc un peu plus joyeux? Ah oui, parce qu'aussi quand il vit toutes ses morts, parce que faut pas qu'il meure dans son existence, mais les morts il les ressent, genre s'il doit se prendre une balle dans la tête, il va ressentir l'impact de la balle dans sa tête. Donc c'est pas très joyeux. J'essaie de vous trouver des scènes où c'est pas très gueurant, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Voilà, on va montrer celle-là. Mais pas très fan du dessin. C'est pas le pire que j'ai pu voir de dessin, mais c'était pas... L'histoire pour moi, je sais pas, j'ai du mal avec le format webtoon pour ce type-là d'histoire, pour cette histoire-ci. J'étais contente de le lire, je pense que je vais le revendre sur Vinted, je verrai. Mais je sais pas, il m'a manqué... Je suis sûre que ça passera mieux en K-drama. Genre vraiment j'ai besoin d'un visuel, j'ai besoin de voir ça, j'ai besoin d'avoir tous mes maris réunis dans un casting aussi. Donc voilà. Ensuite j'ai lu le 4ème tome de Hirayasumi de Kihiko Shinzo. Je vous fais le résumé du tome 1. Dans le tome 1 on suit ce garçon qui va être amené à vivre plus ou moins avec une petite mamie dans sa maison en périphérie de Tokyo. Alors Tokyo mais dans un quartier un peu plus isolé. Ils vivent tous les deux, ils font leur petite vie, etc. Lui, il se laisse un peu vivre, il a un job à temps partiel, il a pas envie de se prendre la tête avec des engagements, avec le fait de gagner de l'argent, de devoir dépendre de qui que ce soit, et vraiment il se laisse aller. Il a bientôt 30 ans, il a pas fait des grandes études, il a pas été dans une grande fac, l'amour, ouais, j'aimerais bien, mais voilà, c'est un peu... on aime bien les outsiders par ici. Sauf qu'un jour, cette dame va décéder et elle va lui léguer sa maison. Il comprend pas trop, il est très touché par ce geste. Et par la suite, il y a sa cousine qui va débarquer, parce que sa cousine va intégrer la fac d'une des facs de Tokyo. Et sa cousine rêve d'être mangaka. Mais c'est un rêve qu'elle tait au début, puis qu'elle va affirmer petit à petit. Et on suit du coup la relation entre les deux cousins. Elle, pour vraiment l'affirmation, parce qu'au début elle est très isolée, elle a peur des gens, elle ose pas, elle est vraiment... Je pense vraiment qu'on est dans le spectre de l'anxiété sociale. Et lui est du genre un peu cool, un peu avoir des potes de partout, même s'il a son meilleur pote, il est un peu du genre un peu... il est un peu du genre la conversation facile, il arrive à tisser ce lien-là. Et il va notamment rencontrer une agente immobilière, et elle est psychorigide, elle c'est maniaque du contrôle, elle c'est je veux me marier avec quelqu'un qui a une bonne situation, je veux de l'argent, je veux ci, je fais ça. Et les deux se rapprochent plus ou moins, mais j'arrive pas à savoir s'il y aura ou non une romance un jour entre les deux. Ce 4ème tome j'ai trouvé assez plat, pas très intéressant pour un personnage comme pour l'autre. Même l'agente immobilière elle est là, mais je trouve pas que son rôle soit très... Voilà, alors j'espère que ce soit un tome de transition et que le 5ème tome sera entre guillemets meilleur. Si jamais ça remonte pas, je me poserai vraiment la question de est-ce que je continue cette saga. Parce que je veux bien qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de l'action en permanence, mais avoir des révélations, avoir des scènes un peu cool, c'est sympa. Et là, en fait, je garde pas grand chose de souvenirs de cette lecture. Alors que je l'ai lu il y a genre 10 jours. Ensuite, j'ai lu un roman. L'été de la sorcière, pardon, de Kao Nashiki. C'est un roman japonais. Je crois que je vous avais fait un bon résumé pour mon book haul, mais là je suis absolument pas inspirée. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Mei, qui est harcelée à l'école, et ses parents, sa mère, elle-même, je ne sais plus trop comment ça se décide, décide d'aller vivre chez sa grand-mère. En tout cas pendant quelques temps, vraiment pour se remettre de tout ça, et voilà. On suit du coup Mei qui est très attachée à sa grand-mère maternelle, sa grand-mère qui est blanche. C'est un peu la spécificité, Mei est métisse, mais la grand-mère est blanche et sa grand-mère avait sa mère, donc l'arrière-grand-mère de Mei, qui était une sorcière. Mais pas sorcière telle qu'on attend, genre nez crochu, chapeau et tout le bazar. Sa grand-mère avait des sortes de visions. Et elle raconte ça, la grand-mère raconte ça à Mei. Et elle est là, ok, d'accord. Et elle dit oui, voilà, pour arriver à ça, elle a dû cultiver pas mal de choses, et en fait... beaucoup, ça requiert du temps, de l'amour pour soi, de l'amour pour son environnement, pour la nature, etc. Et elle va transmettre ça à Mei, et Mei est là, ok, bah moi aussi je vais faire ça, je vais m'instaurer un rythme, le matin je vais me lever à telle heure, je vais faire ci, je vais faire ça, et je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Et on suit la floraison de Mei, on suit vraiment comme elle va s'épanouir, et un peu plus s'affirmer sans non plus basculer dans quelque chose d'autre.
J'ai oublié de préciser une chose, c'est que la grand-mère, dès la première page, les 3 premières pages, on apprend qu'elle est décédée. Donc on apprend le décès, on voit que la mère va chercher sa fille à l'école, va chercher Mei à l'école, et on se projette l'été précédent, ou il y a 2 ans, voilà, bref. On revient dans le passé, où Mei nous raconte son histoire. Il y a plusieurs chapitres dans cette histoire, mais c'est pas des chapitres tels qu'on l'entend. C'est plutôt comme si on disait bon on se focus là-dessus, puis après on va se focuser là-dessus, puis là-dessus, puis là-dessus. Désolée pour le changement de cadrage et le léger changement de luminosité, juste Holden est venu dormir entre le fauteuil et le plaid, et je vis chez mon chat. Donc je l'ai écouté, on va essayer d'être bref pour le laisser dormir, mais c'était très sympa. Il y a une partie qui a été écrite en 1994, enfin genre elle explique que son histoire elle l'a écrite en majorité en 1994, à part un chapitre ou deux qui sont consacrés plutôt à la grand-mère et à comment elle imaginait les choses, et du coup elle a écrit ça en 2017, et elle dit que maintenant elle se rapproche de l'âge de la grand-mère de Mei, et avant elle se sentait pas capable de parler, d'introduire son point de vue, alors que maintenant oui. Et j'étais là... j'ai pleuré 1 ou 2 fois parce que j'étais très attachée à ma grand-mère, enfin je suis toujours très attachée à ma grand-mère paternelle, et je pensais que ça allait être plus dans l'émotionnel. Là c'était quand même un peu en retenue, mais j'ai bien aimé l'histoire de Mei, j'ai bien aimé leur relation, et la grand-mère de Mei n'est pas forcément quelqu'un de très facile à vivre, et il y a aussi beaucoup de rancœur entre la grand-mère et la fille, mais c'était vraiment, j'ai vraiment bien aimé ce roman, vous voyez. Et je vais le garder d'ailleurs. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu cette année, bien sûr. Pauline, tu ne vas lire que 19 livres en 2024. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Gin and Gin, que j'ai pas du tout aimé. C'est un roman graphique, et je peux pas vous en dire grand chose parce que... Je vous parlais de plusieurs histoires que je trouvais sans intérêt, lui vraiment, je n'ai pas compris. On est censé... Regardez, Gilbert il me l'avait envoyé dans un état horrible, je suis dégoûtée. Bref, ici on suit Gina et je ne sais plus comment c'est l'autre. D'un côté on a une sœur, enfin une fille, qui a une sœur, une petite sœur, et elle fait tout pour subvenir à ses besoins et faire en sorte que sa petite sœur aille à la fac. Sauf que le problème c'est que leur père est décédé et qu'elles n'avaient pas reconnu le lien qu'elles avaient avec cet homme, parce qu'elle voulait pas payer ses frais médicaux, sauf qu'il faut une déclaration de décès pour que la petite sœur puisse avoir une bourse à la fac, du coup faut déclarer tout ça, mais il faut de l'argent, et voilà. Bref, c'est la grande sœur qui se prend la tête avec ce devoir familial de devoir subvenir aux besoins de sa petite sœur et son besoin de faire des études. Parce qu'en Corée c'est vraiment très valorisé le fait de faire des études à la fac, etc. Et de l'autre côté on suit une femme qui vit dans la même résidence, dans un... Oh, comment ça s'appelle ? Je ne l'aurais pas, mais dans des microscopiques appartements, enfin microscopiques, des appartements de 8 mètres carrés, Goshiwon, je l'ai, en Corée du Sud. Elles vivent dans le même immeuble, et il y a cette femme qui est très en retrait, et elle s'interroge, et voilà. Et à côté de ça, donc on est un peu là-dessus, ça c'est la première histoire, et la deuxième histoire c'est sur une femme qui a une quarantaine, cinquantaine d'années, qui va tomber enceinte d'un homme qu'elle fréquentait, mais c'est pas son mari, et elle a un fils qui est fonctionnaire, et on suit un peu tout ça. Et je comprends le côté de on suit Jin, voilà, mais j'ai pas trouvé, genre il y a zéro lien entre les deux histoires, donc j'étais là d'accord. Ça dépeint une réalité, mais en même temps j'ai pas l'impression que ça dépeint la réalité. Genre vraiment j'ai pas l'impression que les femmes coréennes pourront s'identifier soit à l'un des points de vue, soit à l'autre. J'ai pas l'impression qu'on était là-dessus. J'ai pas trouvé ça très très bien. J'ai pas trouvé grand intérêt à cette histoire, j'ai pas du tout trouvé d'intérêt à cette histoire. C'était pas incroyable, j'ai pas trouvé les dessins fous non plus. J'ai pas compris l'histoire en fait, je crois que vraiment je n'ai pas compris quel était l'intérêt, l'objectif, le message derrière des auteurices. Voilà, je n'ai juste pas compris. Et voilà, c'en est enfin tout de cette énorme update lecture. J'aimerais dire je suis désolée, mais je suis contente d'avoir lu beaucoup au mois de janvier, c'était vraiment très chouette. J'essaierai la prochaine fois de le diviser en 2 parties peut-être. Dites-moi si vous préférez un gros bilan ou deux vidéos moyennes. J'avais déjà demandé ça sur Instagram il y a des mois de ça, et les gens préféraient une grosse vidéo, quitte à ce que ce soit eux-mêmes qui la découpent. Et pour avoir eu des bilans lecture de Séverine, je sais que pareil, j'aimais beaucoup avoir des gros bilans, quitte à les regarder en 8 fois, mais au moins c'est moi qui gérais et pas devoir attendre la vidéo la semaine d'après. Donc dites-moi tout ça en commentaire, et moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez noté les 2-3 pépites quand même qui se sont glissées dans
dans mes lectures de janvier. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!